Donc on avance, hein, on a déjà fait les 4 premières années là. Röntgen, Lorentz et Zeeman, Becquerel, Pierre et Marie Curie, Rayleigh la dernière fois. Et là, on va faire Philippe von Leonard pour ses travaux sur les rayons cathodiques. Donc c'était un physicien allemand d'origine austro-hongroise. Voilà, il est né en Autriche-Hongrie, donc c'est le fameux empire où, où il y avait plusieurs nationalités en fait, hein, c'était un empire. Ah, Bratislava. Ok, c'est où ça? C'est en Hongrie, en Slovaquie. Ok, c'est vraiment la frontière ouest de la Slovaquie. Tac. Donc c'est quasiment en Autriche, à la frontière entre l'Autriche et la Slovaquie. C'était un grand expérimentateur. C'était pas un théoricien, c'était quelqu'un qui faisait des expériences. Et il a fait des expériences incroyables qui ont amené à la découverte des électrons. On va voir. Ils sont deux. Salut Néorig. Donc il y a lui et Thomson, J.J. Thomson, qui ont travaillé beaucoup sur les rayons cathodiques et qui ont permis la découverte des électrons. Et donc la structure des atomes. C'est grâce à lui, c'est grâce à von Lennart qu'on s'est rendu compte que les atomes, c'était pas le fin mot de l'histoire, il y avait des choses encore plus petites, en particulier les électrons. Et voilà, donc il travaille sur les tubes de Crookes, ça on va les regarder aussi. Donc ce sont des tubes, c'est les néons, les tubes de néon. Vous mettez une tension, vous faites le vide dans le tube, dans un tube en verre, et vous mettez 2 électrodes, et mettez une tension électrique, et il se passe plein de choses, on va parler de ça aujourd'hui. Alors le problème, c'est que les rayons qui étaient produits ne pouvaient pas sortir des tubes, ils étaient difficiles à étudier, et Lennard, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place un dispositif expérimental pour arriver à capter ces rayons. On va en parler. Et donc c'est pour toutes ces expériences-là, il a eu le prix Nobel donc en 1905. Il a fait aussi de la photoélectricité, donc sur l'effet photoélectrique. Et il a travaillé sur ce qu'on appelle l'effet Lennart. On peut déjà un petit peu parler de ça, c'est un peu anecdotique, mais... Alors, pourquoi tu es sur WikiWand et pas le Wikipédia normal? En fait, c'est le même site, hein, c'est juste l'interface qui change. C'est quelqu'un, je sais plus dans le chat, qui m'avait recommandé ça. Et j'ai regardé, effectivement, je trouve ça plus sympa comme utilisation. Au niveau ergonomique, je trouve ça mieux. Ah, mais c'est exactement le même site, mot pour mot, hein. C'est juste l'interface qui est différente. Ok, donc l'effet Lennard, également connu sous le nom... Ouais, c'est joli, hein. Également connu sous le nom d'effet ballot électrique ou effet cascade, désigne une production d'électricité émanant de l'éclaboussement de liquide à l'interface avec un milieu gazeux. Donc c'est observable dans les cascades, les éclaboussures. Donc dès que vous faites tomber une goutte d'eau, vous avez des phénomènes électriques en fait qui se passent. J'imagine que c'est ce qu'on appelle la triboélectricité, donc c'est le fait qu'il y ait des frottements du liquide sur le solide qui crée l'électricité. Lorsque les gouttes d'eau se brisent sur une surface d'eau ou sur un solide humide, une charge électrique positive apparaît dans l'eau et une charge électrique négative apparaît dans l'air environnant. L'effet se manifeste également, mais en quantité variable, et parfois avec une inversion des charges pour d'autres liquides que l'eau, à condition qu'ils soient polaires. Donc polaire, hein, ça veut dire qu'il y a des pôles. Donc l'eau, hein, vous avez donc une molécule d'eau, H2O. Vous avez l'oxygène qui a tendance à récupérer un peu plus les électrons. Ici, souvent, le nuage électronique. Donc ça, c'est une liaison, c'est 2 électrons, mais en fait, il est un peu déformé, plutôt vers l'oxygène, comme ça. Un peu comme une goutte. Et donc, il y a beaucoup plus de charge moins au niveau de l'oxygène et de charge plus au niveau des hydrogènes. Et donc ça crée un dipôle électrique. Voilà, on appelle ça un dipôle. Donc une charge plus, une charge moins. Dipôle électrique. Et donc les milieux qui sont constitués de molécules comme ça, on dit que ce sont des milieux polaires. Il y a une polarisation à cause des dipôles. Et donc ce genre de molécules, c'est très utile, elles vont attaquer beaucoup plus fortement les autres molécules à cause de ce dipôle. Elles vont venir arracher les autres charges beaucoup plus facilement et donc créer des réactions chimiques beaucoup plus simplement. C'est pour ça que la chimie fonctionne très bien dans l'eau. Il y a plein de réactions chimiques qui se font dans l'eau et pas dans l'air, parce que l'eau est une molécule polaire. C'est à cause de ça, à cause de cette séparation de charges. Alors, un des premiers à étudier le sujet, c'est Faraday. On fera une vidéo sur Faraday un jour, hein. Donc, il n'a pas eu le prix Nobel parce c'est un scientifique du 19e siècle, mais il y a plein de choses à dire. Et donc, Philippe Lénard, notre homme du jour,
Il introduit donc l'effet cascade, le terme effet cascade. Donc en allemand, Wasserfalleffekt. Wasserfalleffekt. Voilà. Je crois que je vais éviter à terme de prononcer les mots en allemand. Pourtant, j'ai fait 8 ans d'allemand, hein, mais bref, on apprenait la grammaire. Grâce aux expériences menées en laboratoire ainsi qu'aux hypothèses avancées par l'auteur, ce traité a permis de beaucoup faire avancer ce sujet d'étude. Ok, donc en son hommage, on appellera ça l'effet Lennart. Donc l'eau distillée sur une plaque humide, quand elle a un impact sur une plaque humide, voit ses gouttes devenir chargées positivement et l'air devient chargé négativement. Et ces charges électriques, elles apparaissent après l'impact, donc c'est assez clair que c'est à cause de l'impact qu'il y a cette séparation. Et si on utilise de l'eau du robinet, l'effet est fortement diminué. Donc dans l'eau du robinet, il y a beaucoup plus d'ions, calcium, potassium, sodium, etc. Et ça, ça vient diminuer l'effet, d'après ce qu'il a observé. Ok, donc Joseph John Thomson, on en parlera la prochaine fois, c'est lui qui a eu le prix Nobel l'année d'après, en 1906. Tac. Il étudie aussi le phénomène. Lui, il fait ça dans l'hydrogène, ok. Il teste avec d'autres gaz. Et un peu plus tard, en 1915, Lennart publie un second traité où il critique les hypothèses qu'il a lui-même formulées et complète les travaux antérieurs. Donc ça, c'est voilà, la marque d'un bon physicien. Il revient sur ses anciennes déclarations et avec les nouvelles mesures, il complète et même il contredit quand ça n'allait pas. Ok, donc ça a une contribution majeure pour les phénomènes électriques dans l'atmosphère terrestre, donc l'influence des orages sur l'électricité, j'imagine. Voilà, l'apparition d'une charge de surface négative sur la Terre, les variations de charge de la pluie, l'origine des orages. Ok, mais plus tard, ce sera nuancé. En fait, c'est pas la cause principale de l'électrisation dans les orages. Mais ça reste un des acteurs de ce phénomène. Ok, alors peut-être une petite explication. Comment ça se fait que les charges sont séparées? Ok, alors il a fallu attendre 2006 pour récolter les premières données sur de la pluie ou des cascades naturelles. Alors, les premières explications remontent à Lennard, qui a d'abord suspecté la présence d'électricité de contact à la frontière entre les deux milieux, liquide et air. Et donc, une rupture au moment de l'impact provoquerait la séparation de ces deux couches. Donc, il y a déjà une première séparation, en fait, juste avant l'impact. Ok, et c'est ça qu'il a invalidé. Voilà. Quelques années plus tard, l'hypothèse sera invalidée par Lennard lui-même. Il n'existe par ailleurs pas d'électricité de friction. Voilà, c'est ce que je vous disais, la triboélectricité. Donc, c'est l'électricité de friction, ça. Triboélectricité. Voilà, de tribein en grec qui signifie frotter et électron, l'électricité. Voilà, magnifique exemple de triboélectricité. Vous frottez un chat contre un matériau qui peut arracher des électrons ou donner des électrons et ça crée de l'électricité statique. D'ailleurs, on ne s'en rend pas compte, mais l'électricité statique, c'est des tensions très élevées. Là, typiquement, sur la photo, c'est pas impossible qu'il y ait genre 50 000 volts. C'est pas de l'électricité alternative, donc il y a très peu de puissance. Ça peut monter très très haut. Il n'y a pas de courant en fait, vu que il n'y a pas de circuit électrique. Donc vous pouvez avoir des tensions complètement délirantes, genre 50 000 volts. Et donc quand vous prenez le jus par électricité statique, en touchant le chat par exemple, ou en touchant un objet métallique, c'est des tensions très très élevées. De toute façon, il faut ioniser l'air, donc il faut forcément des tensions très élevées. Mais c'est pas très dangereux parce que le courant, hein, vous connaissez peut-être la formule, la puissance délivrée, c'est la tension fois le courant. Et là, il n'y a pas de courant quasiment, il n'y a pas de circuit électrique. Donc j'imagine que c'est un peu lié à ça quand même, en fait, qu'il y a des frottements. Ok, donc l'eau circulant librement dans l'air ne génère pas d'électrisation. Donc ça vient vraiment du choc. Donc c'est pas les frottements de l'eau sur l'air, c'est vraiment l'impact. Ok, alors c'est peut-être un transfert d'électrons à l'interface. Et il n'y a à ce jour pas de consensus sur les mécanismes exacts à l'œuvre. Voilà. Si vous voulez faire de la physique, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez ce mécanisme à expliquer.
Voilà. Et c'est un mécanisme hein, qui a été étudié expérimentalement par un prix Nobel il y a plus d'un siècle. Dernièrement, j'ai pris le TGV et quand j'ai retiré ma polaire, j'ai senti une grosse charge électrique. Ouais, il y avait une époque, ça me faisait tout le temps aussi. À chaque fois que j'enlevais mon blouson, dès que je touchais après un objet métallique, je me prenais une châtaigne. Donc, il faut qu'il y ait un frottement, ouais. Et puis, souvent, souvent quand tu prends les transports, genre, ouais, ça peut être le train ou une voiture, tu es isolé du reste, en fait, de la Terre. Et donc, dès qu'après tu te remets à la Terre, tu as toutes les charges que tu avais accumulées qui passent par ta main, souvent. Et donc, ça te met une châtaigne. Mais a priori, c'est pas dangereux. Ok, voilà pour l'effet Lennard. On va parler de ça après, les tubes de Crookes. Voilà. Et après, tout ce qui est politique, vous irez voir si ça vous intéresse. Nous, on va se concentrer sur l'aspect scientifique. Ok. Les tubes de Crookes, donc c'est l'évolution des tubes de Geissler. Donc, on va plutôt commencer par ça, les tubes de Geissler. Donc ça, j'en avais un petit peu parlé dans une vidéo de la chaîne, quand j'avais parlé de la découverte des électrons. C'était il y a longtemps. Voilà, c'était celle-là. J'ai une question pour vous. Hop. C'était, je parlais donc de Thomson là-dedans. Je sais pas si je parlais de Lennard. Voilà, vous avez les tubes de Crookes. Voilà. Ouais, cette image, vous voyez, j'en avais déjà un petit peu parlé. Donc, vous pourrez aller voir la vidéo si vous voulez plus d'informations. Donc ça, c'était un petit peu une attraction. Vous faites du vide dans un tube en verre et vous mettez une tension électrique. Donc, on avait déjà des générateurs électriques au 19e siècle. Hein. Et vous avez, suivant le gaz que vous mettez, suivant le vide que vous avez fait, suivant la tension, des couleurs différentes, des couleurs assez chatoyantes. Et on appelait ça des tubes de Geissler. Donc c'est Heinrich Geissler qui avait conçu ça. Donc voilà, les molécules du gaz vont s'ioniser. Donc les électrons vont être arrachés à cause de la forte tension électrique. Donc ils vont perdre des électrons. À l'époque, on ne le savait pas. Hein. À l'époque, l'existence des électrons, on ne connaissait pas. Mais maintenant, on peut interpréter ça comme ça. Et donc, il y a des collisions entre ces électrons qui sont arrachés, entre les particules. Il y a déjà des ions dans l'air. Salut Canclo. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc, quand vous mettez une tension électrique, en fait, dans l'air, vous le savez, à cause des rayons cosmiques, de la radioactivité, il y a déjà des particules chargées. Il y a déjà des ions. Et donc, quand vous mettez une tension électrique, dans un tube en verre dans lequel vous avez baissé la pression. Ok, j'ai bien prononcé. Eh bien, ces ions, et même les électrons, ils vont être attirés par le pôle plus ou le pôle moins suivant leur charge. Donc souvent, c'est des atomes ou des molécules auxquelles on a arraché des électrons. Donc il y a les charges négatives, les électrons, qui vont d'un côté, et les ions qui sont positifs, eux, qui vont d'un autre côté. Et donc, vous créez du mouvement comme ça. Il y a ces particules qui sont accélérées à cause de la tension, qui viennent entrer en collision avec d'autres molécules d'air. Et ça va leur donner... Soit ça va refaire une ionisation, donc soit vous arrachez l'électron. Donc, c'est un peu les dessins que j'ai déjà fait plusieurs fois. Vous avez... au sein d'un atome, vous avez des couches d'énergie avec les électrons qui occupent différents états. Et donc, avec une collision, vous pouvez arracher carrément un électron de l'atome, ou vous pouvez le faire... hop, il est ici, et vous pouvez le faire monter d'un étage à un autre. Et donc, il y a un trou, du coup, à cet endroit-là, et il y a un électron ici qui est arrivé là. Et ce qui se passe, c'est que spontanément, il va redescendre, et ça, vous le savez sûrement, quand l'atome fait descendre un électron, comme ça émet un photon. La première étape, c'est il y a déjà des ions dans l'air, des particules chargées dans l'air, à cause de la radioactivité et des rayons cosmiques. Deuxième étape, vous mettez une tension dans le tube. Ces ions, ils vont être accélérés. Troisième étape, comme ils sont à grande vitesse, ils vont taper une autre molécule. Ça fait une collision. Ça fait monter un électron. Ça donne de l'énergie à l'électron, il va monter. Et puis, assez rapidement, spontanément, il va redescendre. Ça, c'est la dernière étape, en émettant un photon. Et donc, c'est ça, les jolies couleurs que vous voyez. Ici, là.
Pourquoi est-ce qu'on a des tubes qui deviennent colorés? Ben, c'est ces molécules, c'est ces électrons qui redescendent et qui émettent de la lumière. Alors, je ne savais pas dans mon cursus, j'en suis pas encore au photon. Ouais, ça c'est de la mécanique quantique en fait, hein. Alors là, je peux vous raconter ça avec les mains, sans entrer dans les équations, mais si vous voulez décrire ça précisément, il faut faire de la mécanique quantique. Ça, c'est Bohr, hein. Ça commence avec Niels Bohr. Donc Niels Bohr, lui, il a eu le prix Nobel un peu plus tard, voilà, en 22. C'est lui qui a exprimé cette description, qui a décrit les atomes avec les étages, de manière quantifiée, d'où le nom mécanique quantique. Ok. Tac, tac. Donc c'est difficile à expliquer, hein, tout ce que je viens de vous raconter, parce qu'en fait, c'est un plasma. Vous avez des particules chargées. Et donc, la théorie des plasmas, on l'a mise en place que bien plus tard, bien après tout ça. Et donc, on avait du mal à comprendre, à avoir la théorie derrière tout ça. Et c'est ça qui donne les fameux tubes de néon, les fameux tubes d'argon, etc. Tubes de néon. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour avoir telle ou telle couleur? Eh ben, on met un gaz différent, du néon, de l'argon, etc. Et donc, chaque gaz a des niveaux d'énergie avec des écarts fixes. Et donc, dès que l'électron il descend, ça émet toujours la même longueur d'onde en fonction de l'énergie. Et donc, toujours la même couleur. Voilà comment vous pouvez faire des néons colorés, avec la couleur de plus ou moins de votre choix, hein, en mettant un gaz différent. Donc, c'est le même principe que ces tubes de Geissler. On s'en servait, voilà, c'est alimenté avec une bobine Tesla ou une bobine Rumkorff. Et ça, voilà, ça date des années 50. Donc, c'est des dispositifs assez primitifs, mais qui permettent de donner une tension. C'est ça qui met la tension dans le tube. Donc on les utilisait comme indicateurs de haute tension, moyen de régler les circuits d'émetteurs radio, ok, et pour trouver les nœuds d'ondes stationnaires. Donc voilà, là l'animation elle est parfaite pour expliquer ça. Quand vous avez une onde comme ça, les points fixes on appelle ça les nœuds, et les points qui ont une amplitude maximale on appelle ça les ventres. Est-ce que c'est dangereux le néon si on le respire? C'est un gaz noble, donc c'est un gaz qui interagit assez peu. Mais je pense que s'il y en a trop, hein, ça prend la place de l'oxygène. Donc, j'ai regardé. Je pense que c'est un peu toxique, ouais. Mais je pense qu'il y a pire, hein. Parce que c'est un gaz rare. Histoire, isotope. Ouais, bon, déjà, voilà, il y a des précautions à prendre. Il y a des panneaux spéciaux pour ça. Il est inodore et incolore. Donc, ça peut être dangereux. On ne le détecte pas facilement. Tac. Ça a été étudié par Ramsay. On en a parlé déjà, lui, je crois. Ok, voilà les fameuses enseignes au néon. Là, ouais, de toute façon, il doit être confiné. Dans tout ce que je vous raconte, hein, il est coincé dans le tube. Mais bon, si l'expérimentateur casse le tube sans faire exprès, ça peut être une question à se poser. Oui, il n'y a pas vraiment de... Là, ils n'en parlent pas vraiment. Néon, danger. Effet sur la santé et l'environnement. C'est le 4e élément le plus abondant de l'univers. Mais dans l'atmosphère, il y en a très très peu. Alors, s'il est sous forme liquide, ouais, moi ça il passe très vite sous forme de gaz. Des gelures, ça peut être asphyxiant. Voilà, là, il remplace l'oxygène, donc forcément, c'est un problème. Vertige, nausée, ça peut aller jusqu'à la mort, voilà. Perte de conscience. Ouais, c'est pas un empoisonnement vraiment direct, quoi, c'est surtout asphyxiant. Et ça entraîne des pertes de conscience. Voilà, vous voyez, ça dépend de la concentration, et il faut une concentration de 50%. Donc si vous êtes dans une pièce où il y a beaucoup de néons, oui, vous allez avoir des problèmes, mais je pense que s'il y a un néon qui se casse au-dessus de vous, c'est pas grave. Voilà les symptômes de l'asphyxie. Ok. Ça c'est bon, et ça c'est bon. Donc voilà pour les tubes de Geissler. Et ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, c'est qu'un certain William Crookes, avec une jolie moustache, il a réussi à faire un vide encore plus poussé à l'intérieur du tube. Donc typiquement, les tubes de Geissler, c'était, on divisait la pression par 1000. Donc on avait 0,1% de la pression atmosphérique. Dans les tubes de Crookes, là, ça commence à être un peu plus sérieux et on divise, vous voyez, là, c'est du 10 puissance moins 6
Donc on divise par 1 million. On divise encore une fois par 1000. Donc là, le vide devient vraiment très très poussé. Voilà, c'est l'évolution du tube de Geissler. Avec des électrodes en métal, une forte tension électrique, une cathode, une anode, donc le pôle plus, le pôle moins. Et on va le voir, hein, ça va mener à la découverte des électrons. Donc voilà, c'est encore une fois alimenté par une bobine de Ruhmkorff. Pareil, il y a des collisions. Sauf que là, vous avez un vide qui est tellement poussé que... on va peut-être le voir après. Qu'il n'y a plus les couleurs, en fait. Ça devient noir, en fait. Quand le vide commence à devenir important, le tube devient complètement transparent. Il n'y a plus de lumière. Ok. Voilà, utilise une pompe à vide pour faire un vide très poussé. Donc 10 puissance moins 6 et même 5 10 puissance moins 8. Vous voyez, ça devient vraiment un vide très poussé. Il reste toujours quelques molécules, mais vraiment plus beaucoup. Et voilà, lorsque la pression diminuait, l'espace sombre grandissait le long du tube jusqu'à ce que l'intérieur du tube devienne entièrement sombre. Et l'enveloppe de verre du tube commençait à scintiller du côté de l'extrémité anode. Donc il y a deux phénomènes assez surprenants, assez mystérieux. La lumière commence à disparaître, ça devient sombre. Et par contre, il y a un scintillement à l'extrémité du tube. Alors ça s'explique de la manière suivante. Il y a moins de molécules gazeuses, donc il y a moins de collisions, donc il y a moins de molécules qui passent à plus haut niveau d'énergie, qui redescendent et qui émettent de la lumière. C'est pour ça que ça devient sombre. Et du coup, ça laisse passer les électrons. Il n'y a plus assez de gaz pour arrêter les électrons, et donc ils vont assez rapidement de l'autre côté du tube. Et donc il y a une forme de fluorescence. On avait parlé de la fluorescence la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Et c'est Eugène Goldstein qui prouve que ce qui vient de la cathode, là, c'est ça qui vient provoquer la fluorescence, le scintillement. Et donc il va appeler ça des rayons cathodiques. Et on va se rendre compte on va se demander en fait, qu'est-ce que c'est que cette lumière? Est-ce que c'est une onde électromagnétique? On va faire le lien avec les rayons X, donc on va se demander si c'est pas des rayons X. Et on va se rendre compte que non, ce ne sont pas des rayons X, c'est encore autre chose. Voilà, rayon cathodique, rayon X, c'est différent. Donc à cette époque, les atomes étaient les plus petites particules connues. On ne connaissait pas l'électron. Et ce qui portait le courant électrique, ça restait un mystère. Et ce qu'on a fait, c'est que, avec ces tubes de Crookes, on a réussi à produire des rayons X. Donc en fait, ça, c'est quelque chose que Lennart a fait aussi. Il a étudié aussi les rayons X. Il a un peu, quand le prix Nobel a été donné à Röntgen pour la découverte des rayons X, Lennart, il a un peu râlé. Il a dit oui, moi aussi j'avais observé ça. C'est pas nouveau en fait. Donc c'est quelque chose qui était connu des gens qui travaillaient sur ces tubes à vide. Et ça vient du fait que, alors je vais y revenir un petit peu après. Je vais faire le petit schéma. Donc vous avez un tube dans lequel vous avez fait le vide. Et il y a une cathode et une anode. Donc pour simplifier, un pôle plus et un pôle moins. Et donc vous avez les ions. Donc là, le vide est très poussé, mais il y a quand même quelques ions. Ils sont très très peu nombreux, donc il y a quelques charges plus de ci, de là. Et donc dès que vous mettez la tension, les petites charges plus, elles vont être projetées ici, sur la partie chargée négativement. Et elles vont, au moment de la percussion, là, elles vont arracher plein d'électrons. Ici, à l'anode, ça c'est l'anode. Non, c'est l'inverse, c'est la cathode. Et donc il y a plein d'électrons qui vont être arrachés là. Et les électrons, donc chargés négativement, ils vont être projetés dans l'autre sens et ils vont aller percuter l'autre côté. Donc les charges plus vont percuter la droite et les charges moins vont percuter la gauche. Et en faisant ça, si vous mettez une substance luminescente de l'autre côté, ici, là, vous avez un rayonnement. Et donc évidemment, à l'époque, on n'a pas ce modèle-là, on est incapable d'observer ce qui se passe au niveau microscopique. Tout ce qu'on voit, c'est ça, c'est la fluorescence, c'est le scintillement. Voilà. Et donc en mettant une croix, donc là je vais aller regarder les rayons cathodiques.
Donc vous avez un filament qui est chauffé, on appelle ça une cathode chaude, qui émet donc ces électrons. Et donc, vu que ça vient de la cathode, on va appeler ça des rayons cathodiques. Voilà, ça c'est parfait. Donc quand c'est éteint, c'est comme ça. Et vous voyez ce qui se passe là? On a mis un obstacle. Donc ça, c'est l'obstacle physique. Une croix de Malte, à l'époque, ils avaient mis ça. Et les électrons, ils viennent, les rayons cathodiques, ils viennent ici. Et ils viennent projeter l'ombre. Donc là, on est sûr que ça vient de l'autre côté, grâce à l'ombre. On est sûr qu'il y a des rayons qui vont en ligne droite depuis la cathode jusqu'à l'autre extrémité. Et donc, vu que ce sont des particules ou peut-être une onde, mais qui va en ligne droite, on appelle ça des rayons. Et vu que ça vient de la cathode, on appelle ça des rayons cathodiques. Voilà, donc les particules sont accélérées à haute vitesse par le champ électrique, vu que vous avez une tension électrique. Ils perdent pas d'énergie par collision parce qu'il n'y a quasiment plus rien dans le tube. Le vide est quasiment complet. Et puis aussi que vous avez mis une tension élevée. Et ça vient percuter le verre de l'autre côté. Et donc quand ils font ça, on peut mettre une substance fluorescente de l'autre côté. Ce qui fait que ça fait briller le tube de l'autre côté du tube. De l'autre côté de la cathode, donc plutôt du côté de l'anode. Et c'est ça qui a permis de détecter les rayons cathodiques. Voilà, donc les rayons cathodiques étaient difficiles à étudier parce que tout se passait à l'intérieur des tubes de verre. C'était difficile d'accéder de faire des expériences dessus. Et Lennard, ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé une méthode pour fabriquer des petites fenêtres en métal. Donc il mettait de l'aluminium, je crois, ce qui était quand même isolé. Ça permettait de maintenir l'isolation de pression. Donc la pression restait très basse dedans. On pouvait continuer à faire les expériences. Salut Nicky Larson. Mais ça permettait de laisser passer les rayons et donc de les étudier beaucoup plus en détail. Voilà, on a appelé ça les fenêtres de Lennard. Et on a pu faire des études plus quantitatives, donc mesurer l'intensité, etc. Donc voilà ce qu'il a fait. Donc on va en parler un peu plus la prochaine fois avec J.J. Thomson. J.J. Thomson, lui, il va mettre des champs magnétiques, des champs électriques pour essayer de dévier ces rayons cathodiques. Et il va se rendre compte que ce n'est pas des ondes électromagnétiques, ce sont des particules. Ce sont des particules chargées. Et donc on va appeler ça des électrons. Et Lennard, l'homme du jour, là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a... Donc avec ces petites fenêtres-là, il a mis des barrières de matière. Et il s'est rendu compte que si c'était suffisamment fin, le rayon, il passait au travers. Et tout ce qu'on avait fait jusque-là avec les atomes faisait que l'atome, il passait jamais au travers de telles épaisseurs. Donc c'était forcément quelque chose de plus petit qu'un atome. Et donc grâce aux expériences de Lennard, on s'est rendu compte qu'il y avait des objets plus petits que les atomes. Et il a aussi contribué à ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. On en reparlera avec Einstein. Et en gros, ils ont détecté à nouveau des rayons cathodiques, mais pas dans un tube cette fois, en envoyant de la lumière, souvent des ultraviolets, sur du métal. Donc les rayons produits en éclairant le métal, dans du vide aussi, avec de la lumière ultraviolette, étaient très similaires à ces fameux rayons cathodiques. Et, ça c'est très important, il s'est rendu compte, Lennard, que l'énergie de ces rayons cathodiques, donc maintenant on le sait, l'énergie des électrons, ne dépend pas de l'intensité de la lumière, mais seulement de la longueur d'onde. Et c'est ça l'effet photoélectrique. Donc l'effet photoélectrique, vous envoyez de la lumière sur du métal, par exemple, sur de la matière, et vous arrachez des électrons avec l'énergie des photons. Et ce que Lennard a vu, c'est que si vous envoyez de la lumière rouge, par exemple, de la lumière des infrarouges ou du visible, mais plutôt dans le rouge, vous avez beau envoyer une intensité la plus forte que vous voulez, vous n'allez jamais arracher d'électrons. Il n'y aura jamais de rayons cathodiques qui vont sortir. Par contre, si vous envoyez des photons à haute énergie, des ultraviolets, même en petite quantité, là, vous allez avoir quelques électrons qui vont être arrachés. Donc, la manière de dire ça à l'époque, c'était on envoie de la lumière de petite longueur d'onde et on a des rayons cathodiques. Et l'interprétation qu'on a aujourd'hui et qui a été donnée par Einstein, c'est l'interprétation de l'effet photoélectrique. Et c'est pour ça qu'il aura le prix Nobel d'ailleurs. Donc j'en parle maintenant parce qu'il y aura plein d'autres trucs à dire sur Einstein, donc
J'en profite, je pourrais en parler maintenant. Voilà, vous voyez, il a eu le prix Nobel pour la découverte de la loi de l'effet photoélectrique, donc l'expérience de Lennard. Et donc Einstein, lui, il explique que il part d'une hypothèse de Planck. Donc Planck, lui, on en parlera en détail aussi, hein, c'est lui qui met en place la théorie des quanta et qui décrit mathématiquement la lumière comme un ensemble de photons. Il n'appelle pas ça des photons à l'époque, Einstein non plus d'ailleurs, mais Einstein, lui, il accepte le fait que la lumière, c'est vraiment des petits grains de lumière, des petits photons, alors que Planck, lui, voyait ça plutôt comme une sorte d'artifice mathématique. Et ça, c'est très pratique. Si la lumière se déplace et est constituée de quanta, donc de petites particules, eh ben, vous avez beau envoyer autant de photons que vous voulez, s'il n'y en a aucun qui a la bonne énergie, vous n'allez jamais réussir à arracher un électron. Il faut une certaine énergie pour arracher l'électron. Et à chaque fois, en fait, vous faites une tentative avec un photon. L'électron, vous le faites monter un petit peu, mais pas assez pour passer la barrière. Et vous avez beau en envoyer des milliards de ces photons, à chaque fois, ils vont rater parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie. Par contre, si vous envoyez de l'ultraviolet, là, les photons ultraviolets, ils ont beaucoup d'énergie. Et donc, il en suffit d'un et ça va faire passer la barrière. Donc, l'intensité peut être assez faible, vous avez un effet. Et donc, il explique comme ça, Einstein, l'effet photoélectrique, grâce à cette théorie des quanta, en disant que la lumière est faite de quanta. Donc, aujourd'hui, on appelle ça des photons. La lumière, c'est pas une onde continue, c'est quelque chose qui peut être quantifié. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à décrire le monde de manière quantique, grâce à Planck et Einstein. Donc souvent on dit qu'Einstein s'est opposé à la mécanique quantique, hein, c'est bien plus compliqué que ça. Effectivement, il y avait certaines conclusions philosophiques qui lui plaisaient pas, mais c'est lui qui a contribué à faire ça, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur les tubes de Crookes, l'effet photoélectrique, les rayons cathodiques. On en reparlera un petit peu la prochaine fois avec J.J. Thomson, qui lui va vraiment montrer que ce sont des particules chargées négativement. Et plus tard, on appellera ça des électrons. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des rayons qui sont émis quand on met une tension. Et on se rend compte, hein, que ce sont des particules chargées négativement, plus petites que les atomes. Et donc, on appelle ça des électrons, en faisant le vide ici. Voilà pour cette wiki balade.